Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon des adaptations. Et aujourd'hui, on va essayer d'imaginer ensemble l'adaptation d'un comic book assez récent, édité par Marvel entre novembre 2014 et février 2015. Je veux parler de Spider-Verse. Pour ceux d'entre vous qui n'en auraient jamais entendu parler, Spider-Verse est une mini-série dans laquelle tous les Spider-Man du multivers doivent s'unir pour vaincre une menace commune. Les Héritiers, une famille de vampires qui peut voyager à travers les univers parallèles. Ah oui, et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le multivers, imaginez que c'est comme une soupe de vermicelle. Chaque vermicelle est un univers et le multivers c'est le bouillon dans lequel baignent tous ces univers. Voilà, et donc dans les comics Marvel, on dénombre une multitude d'univers parallèles, et chacun de ces univers a une ou plusieurs incarnations de l'homme araignée. Et ce ne sont pas toujours des hommes d'ailleurs, on trouve de nombreuses Spider-Women ou Spider-Girls. Ainsi, les héritiers décident de chasser toutes les personnes qui ont des pouvoirs d'araignée à travers tout le multivers. Et autant dire que ça va en faire du monde à bouffer. Et c'est donc le Spider-Man supérieur, qui est en fait le Docteur Octopus dont l'esprit a été transféré dans le corps de Peter Parker, ne me demandez pas pourquoi, qui va entreprendre de réunir diverses incarnations de l'homme araignée en les recrutant à travers le multivers, afin d'éviter qu'ils ne passent à la casserole. Dans le sens le plus littéral du terme. Alors pourquoi vouloir adapter cette aventure de Spider-Man en particulier? Eh bien laissez-moi vous répondre en 3 temps. Premièrement, c'est tout simplement l'un des meilleurs arcs narratifs tournant autour du personnage de Spider-Man à avoir été publié récemment. C'est bien écrit, c'est bourré d'action, ça introduit plein de nouveaux personnages et c'est bourré à ras-bord de fanservice. Franchement, c'est un vrai plaisir à lire. Deuxièmement, c'est un peu le rêve humide de plein de fans, et donc forcément ça rapporterait des masses et des masses de thunes. Bah oui, il faut bien penser un minimum à ça aussi. Bon, de toute façon, ce serait un film Spider-Man, donc ça rapporterait un énorme paquet de blé quoi qu'il arrive. Tenez, parlons un peu de chiffres. De toutes les apparitions du personnage au cinéma, celle qui a réalisé les moins bonnes recettes est The Amazing Spider-Man 2, avec tout de même près de 709 millions de dollars de recettes à travers le monde. Ça reste plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et celle qui a fait les meilleures recettes est Captain America Civil War, avec 1,153 milliard de dollars recueillis à travers le monde. Troisièmement, ce serait une très belle manière de finir le contrat qui lie Marvel Studios et Sony Pictures. Ouais, alors là on va parler paperasse, donc je vous laisse quelques secondes pour aller vous chercher un café et vous mettre en condition. C'est bon? Santé! A la base, c'est Sony Pictures qui possédait les droits des adaptations cinématographiques de Spider-Man. Sauf qu'après le flop de The Amazing Spider-Man 2, qui a quand même fait 709 millions de dollars de recettes, je le rappelle, c'est là qu'on voit que la définition de flop est assez subjective, les gens de chez Sony ont décidé de passer un accord avec Marvel Studios, qui possède les droits de la majorité des autres personnages Marvel. Logique. Ainsi, les droits appartiennent toujours à Sony, mais Marvel Studios a le droit d'utiliser Spider-Man dans ses films, et a son mot à dire sur les décisions prises par Sony concernant le personnage. Et les films solo de l'homme araignée sont produits par les deux boîtes. C'est grâce à cet accord qu'on a pu voir Spider-Man dans Captain America Civil War et qu'on le verra dans Avengers Infinity War, ou encore qu'on verra Iron Man dans Spider-Man Homecoming. Ça va, vous suivez toujours? Alors on continue. L'accord passé par Sony Pictures et Marvel Studios s'étend sur 6 films, 3 films solo et 3 autres films n'appartenant pas à la franchise de l'homme araignée, dans lesquels il peut faire une apparition. On a donc pour l'instant Captain America Civil War, Spider-Man Homecoming qui sort le mois prochain, et Avengers Infinity War, dont la date de sortie est fixée pour le 25 avril 2018. Ça nous en fait déjà 3. Le dernier film n'appartenant pas à la franchise Spider-Man sera très probablement Avengers 4, prévu pour le 1er mai 2019. Et il nous restera alors 2 autres films solo pour Spidey, dont un qui est déjà prévu pour le 1er juillet 2019. Et notre Spider-Verse, alors dans tout ça, je pense pas que ce soit envisageable d'en faire le second film solo, celui prévu pour 2018, parce qu'à mon avis, à l'heure qu'il est, Marvel et Sony ont déjà des plans assez solides. Par contre, pour le 3e film solo, ça me paraît déjà plus réalisable, parce qu'on parle d'un film qui devrait sortir aux alentours de 2021, 2022 au plus tard. Et en plus, ce serait une très belle manière pour Tom Holland de tirer sa révérence, puisqu'on arriverait donc, en principe, à la fin de son contrat, à moins qu'il ne soit renouvelé d'ici là. Comme je l'ai rapidement mentionné un peu plus tôt, Spider-Verse a introduit plein de nouveaux personnages, principalement des incarnations de Spider-Man qu'on n'avait jamais vues auparavant. Mais on y trouve aussi des versions de Spider-Man tirées d'autres médias. Par exemple, le Spider-Man de la série animée Ultimate Spider-Man y joue un rôle assez important.
Et plus étonnant, on retrouve aussi le Spider-Man de la série japonaise style Super Sentai et son robot géant. Je vais donc vous proposer une liste de personnages qu'on pourrait retrouver dans l'adaptation avec à chaque fois un acteur ou une actrice pour l'incarner. C'est parti. Bien évidemment, on retrouvera le Spider-Man incarné par Tom Holland, celui qu'on a vu dans Captain America Civil War. Duh. Ensuite, je pense qu'il pourrait être très intéressant de voir Miles Morales. Pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec le monde des comics, Miles Morales, c'est en fait le Spider-Man de l'univers The Ultimate, qui est une version de l'univers Marvel dans lequel les personnages sont plus jeunes que dans l'univers classique et leurs histoires ont été quelque peu modifiées. Et donc dans cet univers, Peter Parker est décédé, c'est donc Miles Morales qui a pris sa place sous le masque de Spider-Man. C'est un personnage qui est vraiment très apprécié par les fans et il va d'ailleurs faire sa première apparition au cinéma en 2018 dans un film d'animation. Et pour l'incarner, je pense à Donald Glover. Certes, il a déjà un rôle dans Spider-Man Homecoming et il est plus âgé que Tom Holland, alors que Miles Morales est censé être plus jeune que Peter Parker. Mais on s'en bat les steaks. On parle d'univers parallèle, alors ça peut passer. Et en plus, ça fait des années et des années que Donald Glover milite pour incarner Spider-Man au cinéma. C'est même lui qui a prêté sa voix à Miles dans la série Ultimate Spider-Man. Donc pour une fois qu'on pourrait avoir un homme araignée noir au cinéma, laissez-le l'incarner. S'il vous plaît. J'aimerais bien aussi voir soit le Spider-Man 2099, soit le Spider-Man noir. Le Spider-Man 2099, c'est tout simplement le Spider-Man qui, comme son nom l'indique, vit en 2099. Et je trouve son costume classe et badass à souhait et j'aimerais vraiment voir à quoi il pourrait ressembler en vrai. Et pour l'acteur, je verrais bien Milo Ventimiglia. Le Spider-Man noir, quant à lui, est un Spider-Man qui vit dans le New York des années 30, dans un univers parallèle à l'univers Marvel classique. Et malgré ce qu'on pourrait penser, il ne tire pas son nom de sa couleur de peau, il est d'ailleurs blanc comme un cul, mais du fait que l'atmosphère des comics qui le mettent en scène est très proche de celle des films et des romans noirs. C'est une version qui est beaucoup plus sombre que le Spider-Man classique, et donc je pense que ça pourrait être intéressant de voir la dynamique qui se mettrait en place entre ces deux incarnations du personnage. Et pour l'incarner, je pense à Joseph Gordon-Levitt. Je trouve qu'il a une prestance et une classe qui collerait parfaitement au Spider-Man noir. Mis à part ça, il est tout simplement impossible de parler de Spider-Verse sans parler de Spider-Gwen. Ce n'est autre que Gwen Stacy, l'un des nombreux love interests de Peter Parker. Sauf que dans l'univers Marvel classique, Gwen Stacy est décédée lors d'un combat entre Spider-Man et le Bouffon Vert. C'est ce qu'on peut voir dans The Amazing Spider-Man 2. Oups, spoiler. Sauf qu'il existe un univers parallèle dans lequel c'est Peter Parker qui est décédé et Gwen Stacy qui a obtenu les pouvoirs d'une araignée. Et comment dire ? Spider-Gwen, c'est un peu ce que Neville Londubat est à la saga Harry Potter. On la voit, on l'aime bien, elle est gentille, tout ça, et avant même qu'on s'en rende compte, elle prend une place privilégiée dans notre petit cœur tout mou et vole la vedette à tout le monde. Et en fin de compte, le personnage a rencontré un succès tellement énorme que Marvel a décidé de lui éditer sa propre série rien qu'à elle, comme une grande fille. Pour ce qui est de l'actrice, j'aimerais bien voir Elle Fanning dans le rôle. Elle commence à se forger une bonne réputation à Hollywood, et je pense qu'un rôle dans un film tel que Spider-Verse pourrait donner un bon coup de Kickstarter à sa carrière. Et maintenant, il nous faut de quoi remplir le quota mignonitude du film. Et ça tombe bien, les comics nous fournissent pile le personnage qu'il faut pour ça. Spider-Ham. Spider-Ham était une simple araignée sobrement baptisée Peter qui s'est fait mordre par un cochon anthropomorphique radioactif. Et voilà le résultat. Du coup, ça nous donne un personnage qui se situe un peu dans la même veine que Rocket Raccoon, l'obsession pour tout ce qui fait boom en moins. C'est un personnage que j'adore, il est très terre à terre, limite cynique, ce qui ne colle pas du tout avec son apparence physique, ce qui le rend tout simplement hilarant. En plus, il y a grave moyen d'en faire plein de produits dérivés et donc de récupérer encore plus de thunes. Et je verrais bien Elijah Wood lui prêter sa voix, il a un timbre assez aigu mais tout de même masculin qui passerait très bien. Un autre personnage qui serait intéressant de voir dans notre adaptation, ce serait Jessica Drew, ou Spider-Woman. Bon, elle existait déjà bien avant Spider-Verse, mais ça serait un bon moyen de l'intégrer dans l'univers cinématographique Marvel, d'autant plus qu'elle joue un rôle assez important dans les comics. Je vais pas vous développer son origin story ici, parce qu'elle est assez compliquée et qu'on a déjà perdu assez de temps comme ça. Bref, je vois bien Mary-Elizabeth Winstead dans la peau de Jessica Drew. C'est l'une de mes actrices préférées et je pense qu'elle serait parfaite pour le rôle. Et pour finir, ça va de soi, on retrouverait aussi Tobey Maguire et Andrew Garfield au casting. Bah oui, on parle d'un film qui rassemble plusieurs incarnations d'un même personnage. Alors pourquoi pas inclure les deux incarnations précédentes au cinéma? Surtout que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont mentionnés dans le comics. Et dans le même genre, on pourrait aussi donner un rôle à Drake Bell, qui a doublé le personnage dans toutes ses dernières apparitions animées. Et on retrouverait aussi Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange, je développerai là-dessus un peu plus tard. Enfin, dans le rôle de Morlun, le principal antagoniste, je verrais bien Mark Strong, pour la simple et bonne raison que c'est un putain de bon acteur et qu'il a la gueule de l'emploi.
Pour ce qui est du réalisateur du film, on a deux possibilités. Soit on garde Jon Watts, le réalisateur de Spider-Man Homecoming, soit on prend quelqu'un d'autre. Le départ ou non de Watts sera décidé après la sortie du film. Si le succès est au rendez-vous, ce qui sera forcément le cas, on va pas se mentir, et surtout si les critiques sont bonnes, il restera probablement. Sinon, ce bon vieux Kevin Feige trouvera quelqu'un d'autre sans trop de difficultés. Je vous propose d'établir une petite liste de réalisateurs, au cas où c'est le second cas de figure qui se produit. Premièrement, je propose Edgar Wright. J'adore sa façon de filmer les scènes d'action, et je pense que le style de combat assez aérien de Spider-Man pourrait vraiment bien ressortir devant son objectif. En plus, la dimension humoristique du personnage collerait parfaitement au comique visuel qui fait la marque de fabrique du réalisateur. Cela dit, Edgar Wright aurait déjà dû réaliser un film pour l'univers cinématographique Marvel. Il s'agit d'Ant-Man, sauf qu'il a décidé de quitter le navire suite à des différends créatifs. À mon avis, c'est surtout qu'on lui a pas laissé la liberté qu'il aurait voulu qu'on lui laisse, et donc il a préféré claquer la porte. Du coup, ça me paraît assez compliqué de voir Edgar Wright rattaché à un autre projet pour Marvel Studios. Sauf si on lui laisse une totale liberté créative. Et vu le chemin que prend Marvel Studios ces derniers temps, ça pourrait paraître envisageable. Il suffit de voir des projets tels que les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 ou encore Thor Ragnarok pour se rendre compte que les réalisateurs ont eu une liberté assez grande et ont pu plus ou moins aller dans la direction qu'ils voulaient. Dans un style différent mais toujours dans le domaine de la comédie, on a aussi Adam McKay. On lui doit entre autres plusieurs sketchs du Saturday Night Live, Anchorman 1 et 2 ou encore ma plus grosse surprise de 2015, à savoir The Big Short. Donc à nouveau, on tape dans un réalisateur qui a fait presque que de la comédie. Et ce serait pas la première fois que Marvel Studios engage quelqu'un avec un tel background. On n'a qu'à voir les frères Russo qui ont été engagés pour faire Captain America 2 et 3 et Avengers 3 et 4, alors qu'ils ont fait presque que de la comédie avant ça. Ils ont notamment bossé sur Community, qui est d'ailleurs l'une de mes séries préférées, soit dit en passant. En plus, j'aimerais bien voir comment Adam McKay se débrouillerait pour filmer des scènes d'action. Je pense que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Enfin, on pourrait s'orienter vers quelque chose de plus sombre, tout en gardant quand même une certaine touche d'humour. Ça reste un film centré sur Spider-Man. Un peu comme les comics dont serait tirée notre adaptation. Du coup, on peut citer Drew Goddard. C'est un pote de Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers 1 et 2, et en plus, il a déjà bossé avec Marvel Studios vu qu'il était producteur exécutif sur la saison 1 de Daredevil. Après, c'est vrai qu'il a pas réalisé grand chose et qu'on le connaît surtout en tant que scénariste et en tant que producteur. Il a notamment écrit Seul sur Mars, World War Z ou encore La cabane dans les bois, qu'il a aussi réalisé. Mais à mon humble avis, il pourrait nous faire du bon boulot. Si c'est effectivement Edgar Wright qui réalise le film, il y a de très fortes chances qu'il le scénarise aussi. Il a toujours écrit lui-même les films qu'il a réalisés, donc il n'y a pas de raison pour qu'il s'arrête en si bon chemin. En plus de ça, bien qu'il soit très doué pour écrire de la comédie, ce qui, encore une fois, est parfait pour un film centré sur Spider-Man, il a aussi l'habitude de donner un aspect un peu plus sérieux à ses scénarios. Par exemple, Le dernier pub avant la fin du monde traite de l'alcoolisme et essaye de transmettre au spectateur un message d'empathie. Et justement, un scénario drôle mais avec une touche plus sombre et sérieuse comme Wright sait si bien les écrire serait pile ce qu'il nous faut. Idem pour Drew Goddard, s'il réalise le film, il pourrait très bien l'écrire aussi. Et même si ce n'est finalement pas lui qui est assigné à la mise en scène, on pourrait tout aussi bien le garder au poste de scénariste. Je pense qu'il pourrait très bien retranscrire le côté assez sombre du comics. Parce que je rappelle qu'on parle de vampires qui voyagent à travers les univers parallèles pour bouffer tous celles et ceux qui ont des pouvoirs d'araignée. On est d'accord qu'il y a plus joyeux comme histoire. En plus de ça, c'est lui qui devait écrire Sinister Six, le spin-off de The Amazing Spider-Man, dont les personnages principaux seraient des ennemis de l'homme araignée. Mais ça, c'était avant le deal passé entre Sony et Marvel. Du coup, une fois le projet tombé à l'eau, la Warner s'est dépêchée de repomper l'idée pour faire Suicide Squad. Avec le résultat qu'on connaît tous. Dans la même veine que Drew Goddard, on a aussi Steven S. The Knight. C'est aussi un pote de Joss Whedon, et tout comme Goddard, il a bossé sur Buffy contre les vampires et Angel. Et alors que Drew Goddard a créé et produit Daredevil, Steven S. The Knight occupe le poste de showrunner sur la série. Sinon, il a écrit et réalisé Pacific Rim 2, qui devrait sortir sur nos écrans en février 2018, pour mon plus grand plaisir. Et enfin, je me dis qu'on pourrait laisser sa chance à Brian Michael Bendis. C'est l'un des auteurs de comics récents les plus influents et j'ai absolument adoré tout ce qu'il a fait. Enfin, ce que j'ai lu. Tenez, pour l'anecdote, c'est lui qui a créé le personnage de Miles Morales que j'évoquais plus tôt. Il a aussi créé Jessica Jones et a officié en tant que producteur sur la série. Après, il a encore jamais écrit pour le cinéma, mais je pense qu'il serait apte à le faire puisqu'il a tout de même scénarisé le jeu vidéo Ultimate Spider-Man ainsi que plusieurs épisodes de la série Ultimate Spider-Man. Donc pourquoi pas.
Passons maintenant à notre ébauche de synopsis. Dans les comics, c'est le Spider-Man supérieur qui prend l'initiative de rassembler tous les Spider-Man. Si on veut suivre cette piste, ça implique qu'il faudrait d'abord introduire le personnage du Dr Octopus et expliquer pourquoi et comment son esprit se retrouverait dans le corps de Peter Parker. Non seulement ce serait beaucoup trop compliqué pour l'audience qui n'est pas forcément familière avec le délire des comics, mais en plus, ce serait beaucoup trop long à faire. Mais heureusement, il nous suffit de piocher dans les personnages de l'univers cinématographique Marvel pour trouver l'élément déclencheur de l'intrigue. Et c'est là qu'intervient notre bon vieux Bumblebee Crumbles Bread. Et oui, parce que le concept de multivers a justement été introduit dans l'univers cinématographique Marvel par le biais de Doctor Strange, sorti en octobre 2016. Donc, Peter Parker vit tranquillement sa vie. Il est sur le point d'entrer à la fac et bosse en tant que photographe pour le Daily Bugle. En parallèle, il continue à défendre New York et le reste du monde aux côtés des Avengers. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où Doctor Strange vient le voir pour lui parler d'un problème des plus graves et urgents. En tant que sorcier suprême, il n'a pu passer à côté d'une anomalie qui se manifeste à travers tout le multivers. Tous les Spider-Man se font sauvagement tuer. Le docteur prend donc l'initiative d'emmener Peter avec lui et de recruter une équipe d'élite composée des meilleurs Spider-Man répartis aux quatre coins du multivers. Ils ne tarderont pas à découvrir que la menace qui plane sur eux ne sont autres qu'une famille de vampires sanguinaires cherchant à aspirer l'essence vitale des hommes araignées afin de devenir immortels. Ainsi, Peter devra non seulement faire face à la plus grosse menace qu'il aura jamais affrontée, mais il sera aussi confronté à ses propres doutes. Lui qui se retrouve associé à d'autres Spider-Man plus âgés et expérimentés que lui et à de meilleures versions de lui-même. Je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant de faire en sorte que Peter traverse une espèce de crise existentielle. C'est un élément qui est totalement absent du comic original, mais que j'ai décidé de rajouter parce que le personnage de Spider-Man se veut comme étant un personnage proche de son public, et plus précisément de son public jeune. C'est pourquoi je place notre histoire au moment de la transition de Peter entre le lycée et la fac. C'est une période charnière qu'on pourrait assimiler au passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est une période qui peut être pleine de doutes et de peurs en tout genre pour beaucoup de jeunes, et je pense que ça serait vraiment cool de voir comment le personnage de Peter pourrait se débarrasser de tout ça. Le film pourrait porter un message qui apprendrait aux jeunes que le plus important n'est pas d'être le meilleur, mais tout simplement d'être eux-mêmes. Là, tout de suite, je pense à une personne qui pourrait s'occuper de la bande originale de notre adaptation. Il s'agit de Michael Giacchino. Il a composé notamment les musiques de Rogue One, de Doctor Strange, des 3 derniers films Star Trek, de Lost, et de plein d'autres trucs beaucoup trop cool. Et pourquoi lui? Bah c'est très simple, parce que ça. Ça, c'est un extrait de la bande originale de Spider-Man Homecoming, justement composée par Michael Giacchino. Et c'est de source sûre, hein, c'est lui qui l'a posté lui-même sur son compte Twitter. Et pour ceux qui n'auraient pas saisi la référence, c'est une réorchestration du générique du dessin animé des années 60. Et je trouve cet extrait, aussi court soit-il, juste parfait. Vous savez quoi? Je vais même jusqu'à dire que je trouve que cet extrait correspond mieux à l'esprit de Spider-Man que les bandes originales composées par Danny Elfman pour la trilogie de Sam Raimi. Et maintenant, je vais rester cloîtré chez moi bien sagement en attendant que votre envie de m'étriper soit passée. Plus sérieusement, même s'il a une patte très reconnaissable, on note par exemple certaines similitudes entre les musiques de Doctor Strange et de Star Trek, Michael Giacchino arrive à se renouveler constamment et essaye toujours d'innover. Ainsi, je pense qu'il serait parfait pour un projet tel que Spider-Verse, puisqu'il pourrait insuffler une énorme diversité à la bande originale. Et cette diversité imiterait donc la diversité des personnages qu'on retrouverait dans le film. Voilà, on en a terminé avec notre adaptation. Est-ce que cet épisode vous a plu? Est-ce qu'il vous a déplu? Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix que j'ai faits? Est-ce qu'il y a des œuvres particulières que vous aimeriez bien voir adaptées au cinéma? Je vous invite à me parler de tout ça dans les commentaires et je me ferai une joie d'en discuter avec vous. Sur ce, on se retrouve bientôt dans le salon pour parler d'une nouvelle adaptation. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than Trump. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me a peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor, even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet.